Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à l'Institut de recherche Saint-Louis où je vais rencontrer Manuel qui est chercheur en biologie cellulaire. Bonjour Manuel. Bonjour Louise. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre... Bon, c'est pas vraiment l'Institut de recherche, mais c'est quand même là que vous passez une grande partie de votre temps, parce que vous êtes chercheur à l'Institut Saint-Louis. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste votre métier au quotidien ? Au quotidien, je passe pas mal de temps à lire des articles scientifiques pour me tenir au courant de ce qui se fait sur les thématiques qui nous intéressent. Je passe aussi beaucoup de temps avec les étudiants de l'équipe, qui sont des chercheurs, des jeunes chercheuses. Donc on discute de leurs expériences, leurs protocoles expérimentaux, ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont mesuré, et puis on analyse ça ensemble. Donc je crée des discussions avec eux, avec d'autres, pour définir des futurs projets de recherche et continuer à avancer comme ça. Ok. Et vous avez notamment fondé le Cytomorpholab, qui étudie la dynamique d'organisation des cytosquelettes. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, pour celles et ceux qui nous regardent, ce qu'est exactement un cytosquelette ? Alors le cytosquelette, c'est le squelette des cellules, Ouais. parce que les cellules ont un squelette. Donc, On apprend tous les jours. Voilà, qui est moins rigide que le vôtre, Ok. mais qui est fait de filaments, plusieurs familles de filaments. Et la particularité du squelette des cellules par rapport au nôtre, et qui est une particularité intrinsèque au vivant, c'est qu'il passe son temps à se construire et à se détruire. Donc en permanence, comme si vos os et vos muscles allaient en permanence pousser, se rétracter, pousser, se rétracter. Et donc c'est un squelette qui est dynamique. Et en fonction des conditions dans lesquelles la cellule va se trouver, ce réseau de filaments va adopter différentes architectures. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est le lien qu'il va y avoir entre l'architecture de ce réseau de filaments et l'environnement de la cellule. Et comment les deux se sentent et se répondent. Et si je comprends un peu votre travail de recherche, c'est notamment cette dynamique-là qui va expliquer le lien avec le cancer du sang, c'est ça ? C'est ce qui va faire d'abord qu'une cellule est en cohérence avec son environnement. D'accord. C'est-à-dire que ça permet qu'une cellule, quand elle est dans un environnement donné, en contact avec certaines cellules, elle peut s'orienter par rapport à ces cellules. Et donc ça fait que tout le tissu est cohérent. Et le cancer, en général, c'est d'abord une perte de cohérence dans l'architecture des tissus. C'est-à-dire que les cellules sont plus bien organisées, il y a une perte d'harmonie, où les choses se répondent, s'associent, les filaments s'alignent quand les bords sont dans une certaine orientation, les étoiles qui forment des filaments, parfois ils s'organisent en étoiles, ces étoiles se positionnent à gauche quand il y a plus de cellules à gauche, à droite quand il y a plus de voisins à droite, ou plus d'adhérence d'un côté que de l'autre, de manière à ce que l'architecture de la cellule soit en conformation avec son environnement. Et souvent, dans les cancers en général, on remarque que l'architecture de la cellule n'est plus en réponse avec son environnement. Qu'elle a perdu cette capacité à sentir, s'orienter par rapport aux cellules de l'environnement. Nous, c'est quelque chose qu'on avait caractérisé un peu dans différents types de cancers, des carcinomes en particulier. Également, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que dans le cancer du sang, qui est très particulier parce que les cellules sanguines, elles sont moins attachées que les autres, est-ce qu'elles aussi ont ces problèmes d'architecture et de réponse de l'architecture des cellules à l'environnement qu'elles vont rencontrer. Vous avez notamment bénéficié du don de 200 000 € de Bristol Myers Squibb dans le cadre du programme Explore for Cancer qui soutient la recherche publique française. À quoi a servi ce financement ? On a utilisé ces financements pour étudier les cellules souches hématopoïétiques, donc qui sont les cellules souches à l'origine de la production de toutes les cellules sanguines, pour voir si, par hasard, ces cellules avaient des capacités d'orientation particulières et si le cancer du sang était associé à des problèmes justement d'architecture et d'orientation des cellules. Le cancer du sang, c'est notamment les leucémies, et donc ça touche énormément de gens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez difficile à étudier, parce que ça se passe dans les os. Notre circulation, elle passe dans les os, et c'est là qu'il va y avoir, à l'intérieur des os, qu'il va y avoir les cellules souches qui attendent là. Elles ne sont pas en train de circuler. Enfin, il y en a qui circulent, mais la plupart sont dans ce qu'on appelle des niches, à l'intérieur des cavités osseuses, et c'est là qu'il y a l'os et les capillaires sanguins qui sont en discussion, et au cœur de ces discussions, il y a les cellules souches qui vont produire toutes les cellules sanguines qui vont après circuler. On ne peut pas bien les regarder parce qu'elles sont cachées dans les os. Et donc nous, ce qu'on a essayé de fabriquer, c'était comme on fabriquait ces systèmes pour contrôler l'architecture et la polarité des cellules, on s'est dit on va fabriquer un système qui ressemble à la moelle osseuse, mais qui sera transparent. Et comme ça, on pourra voir à travers et voir les choses se faire en temps réel sous nos yeux et comprendre comment les cellules souches
normales se comportent, se divisent, et comment les cellules leucémiques éventuellement ont des problèmes à le faire. Et quels sont les types de défauts qu'elles vont montrer. Et aussi pouvoir les regarder avec nos microscopes classiques qui normalement n'ont pas accès, ne peuvent pas passer à travers les os. Et là, nos microscopes vont pouvoir voir les choses, prendre des photos, photographier l'architecture, filmer le comportement des cellules. Et quelles leçons, celles que vous allez pouvoir tirer de ces recherches, vont avoir ensuite comme bénéfice concret pour les patients? C'est vrai qu'il y a toujours un laps de temps entre la recherche fondamentale qu'on fait dans les laboratoires et le moment où ça a un impact sur la vie des patients. Donc ce qu'on a fait au cours de ces travaux, c'est qu'on a développé cette moelle osseuse transparente et artificielle qu'on a fabriquée. Et d'abord, on a découvert que les cellules souches normales étaient capables de s'orienter vers leur matrice osseuse et que les cellules souches leucémiques étaient plus capables de faire ça. Et donc quand on sent plus les informations qui doivent nous dire normalement prolifère pour faire tel type de cellules, reste quiescent, c'est-à-dire calme, arrête de proliférer, tous les signaux physiques, chimiques qui étaient fournis par la niche étaient perdus. Donc on pense que c'est lié au fait que ces cellules leucémiques ont commencé à perdre le contrôle de leur comportement. Donc maintenant, nous, ce qu'on a, c'est ça. Maintenant, on a un dispositif qui nous permet de voir comment se comportent des cellules souches normales et de voir comment se comportent des cellules leucémiques. Kenza, qui est étudiante en thèse, au cours de sa thèse, elle a récupéré des échantillons de cellules leucémiques de patients qui avaient des leucémies. Elle les a mis dans la moelle osseuse, dans notre microfluidique, et elle a vu que ces cellules-là n'arrivaient pas à s'orienter dans l'espace. Donc là, elle savait que c'était des cellules de patients, mais maintenant, Kenza, elle sait dire, quand on met des cellules dans cette puce, elle sait vous dire si ces cellules sont normales ou elles ne sont pas normales. Donc la première étape par laquelle ça pourra peut-être influencer un moment les patients, c'est des formes de diagnostic. C'est-à-dire qu'elle, normalement, aujourd'hui, on va lire les mutations, on va lire l'expression de certains gènes associés aux cellules pour dire ça, à notre avis, c'est une cellule normale, pas normale, sur la base de critères protéiques, génétiques. Mais maintenant, nous, on a une lecture qui est une lecture de comportement. Cette cellule-là, et une lecture architecturale. Elle n'a pas la forme qu'il faut, son architecture n'est pas orientée comme il faut, et elle ne se comporte pas, elle ne se déplace pas, elle ne se divise pas de la bonne manière. Je pense qu'elle a tel type de défaut. Et ça, c'est toute une nouvelle gamme de diagnostics qui n'existait pas avant. Donc on va commencer par essayer d'implémenter ça. Et dans un deuxième temps, deuxième façon dont ça pourrait toucher les patients, c'est que maintenant qu'on a un environnement qui est une sorte de mini-écosystème de comportement de ces cellules-là, et qu'on a un circuit fluidique qui passe, on va pouvoir y tester des médicaments. Donc on va pouvoir envisager de dire, on met des cellules leucémiques, et on va faire circuler des médicaments qui sont ceux qu'on va normalement installer, qu'on va donner à des patients, mais au lieu de le donner à des souris, avant de le donner à des souris ou à des animaux, et puis après plus tard à des patients dans des essais cliniques, on va faire un système intermédiaire qui est une sorte de moelle osseuse minimalisée, avec tout un écosystème, et on pourra tester plein de médicaments là-dedans, voir si elles vont retrouver leur capacité à s'orienter, se calmer, arrêter de proliférer n'importe comment, rester en place au lieu de migrer, etc. Donc on va pouvoir associer nos tests comportementaux à des tests de composés pour interagir avec ça. Et comment est-ce que vous voyez la recherche contre le cancer évoluer dans les années à venir, et qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir pour les patients atteints de cancer? Mon sentiment sur la façon dont la recherche évolue, c'est qu'elle passe de la maladie de la cellule à la maladie de l'organisme. Avant, on disait le cancer, c'est une cellule qui a une mutation, elle fait n'importe quoi, et puis elle va se propager, elle va envahir tout le corps, et donc c'était elle la méchante. Maintenant, on comprend que c'est un problème du système. Je décrivais, c'est la discussion entre la cellule et son environnement. Parfois, c'est l'environnement de la cellule qui commence à dégénérer, et la cellule souche hématopoïétique était normale, mais c'est son environnement qui ne lui envoie pas les bonnes réponses, et les bons signaux, et elle se met à proliférer parce qu'elle ne reçoit pas les bons signaux. Donc en fait, c'est un problème de communication. Et donc cette compréhension plus systémique de l'ensemble du problème fait qu'on va pouvoir l'adresser de façon plus précise. Ce que j'envisage, c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir l'adresser de façon plus précise, on va pouvoir cibler les actions qu'on va mener contre ce type de maladie. Si on prend le cas de l'exemple dont on parlait du cancer du sang, on pourrait avoir des traitements qui vont faire que les cellules leucémiques se recontactent avec leur niche. Les drogues qu'on va utiliser vont essayer de faire ça. Et donc ça va agir de façon très précise sur ces cellules et sur leur interaction avec la niche. Et on va essayer de les calmer comme ça, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, les traitements anticancéreux, comme ils visent la prolifération des cellules, ils tuent la prolifération des cellules, de toutes les cellules. Même les bonnes. Même les bonnes. Donc on perd ses cheveux parce que toute la prolifération des cellules qui étaient associées au renouvellement des bulbes capillaires, ça ne marche plus, donc on perd ses cheveux. Donc tout notre organisme est affaibli parce que comme le cytosquelette, il passe son temps à assembler, à désasembler, à créer des nouvelles cellules, à enlever les vieilles. Il a un renouvellement permanent. Aujourd'hui, comme il y a un endroit qui se renouvelle plus vite que l'autre,
ben, on arrête tout. Et donc là, les effets secondaires pour les patients, c'est terrible. En étant capable de mieux comprendre et d'agir de façon plus précise, on va pouvoir éviter tous ces effets secondaires et permettre d'agir de façon ciblée sur les organes ou les tissus, parfois qui peuvent être un peu grands, comme c'est la circulation sanguine, de façon ciblée et laisser tranquille le reste et éviter tous les dommages collatéraux qu'on peut faire aujourd'hui dans les thérapies qui sont assez violentes quand même. Merci Manuel pour ces explications. Mais C'était de très rien, clair. ça m'a fait plaisir J'en de ai vous appris recevoir. beaucoup. Et Super. puis bon courage pour la suite de vos recherches. Merci beaucoup, merci à vous.